Je m'appelle Manon Lefebvre. J'ai 32 ans et le soir du réveillon de Noël, j'ai pris la route que tout le monde vous conseille d'éviter à moins qu'un proche ne soit à l'article de la mort. 6 heures de trajet entre Lyon et la Haute-Savoie à travers des tempêtes de neige aveuglantes, du verglas et un vent si violent qu'il faisait vibrer mon volant. Je me répétais sans cesse que cela en vaudrait la peine. J'avais des cadeaux sur la banquette arrière, une tarte aux noix de Grenoble sur le plancher et un petit espoir stupide dans le cœur que peut-être cette année, quand je franchirais la porte, ils auraient enfin l'air heureux de me voir. Au moment où je me suis engagée dans l'allée, mes mains étaient raides à force d'avoir serré le volant. Les fenêtres de la maison brillaient d'une lumière chaleureuse. Des voitures remplissaient l'allée. Tout le monde était à l'intérieur. Tout le monde sauf moi. Je suis montée sur le perron avec de la neige dans les cheveux et j'ai frappé. La porte ne s'est entr'ouverte que de quelques centimètres. Mon frère Julien m'a regardé, a jeté un œil derrière moi vers ma voiture, puis a souri comme si je venais de tomber dans un piège que tout le monde connaissait déjà. Il a dit que je n'avais vraiment pas compris l'allusion, n'est-ce pas, et que c'était uniquement pour la famille cette année. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal entendu. Uniquement pour la famille. Alors que je me tenais là, les bras chargés de cadeaux de Noël, personne n'est apparu derrière lui. Personne n'a appelé mon nom. Personne n'a dit de me laisser entrer. La porte s'est refermée doucement, et d'une certaine manière, c'était pire qu'un claquement. Je suis retournée à ma voiture sans dire un mot. 20 minutes plus tard, alors que j'étais encore assise sur le parking d'une station-service avec le chauffage fonctionnant à peine, mon téléphone s'est éclairé avec un message de mon père Michel qui ne m'était manifestement pas destiné. Le message disait que c'était incroyable et que je croyais vraiment être la bienvenue. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que quelque chose en moi devienne totalement silencieux. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à annuler chaque paiement automatique lié à eux. Avant de vous raconter ce qui s'est passé au matin, dites-moi quel temps il fait chez vous en ce moment. Est-ce un froid lourd et silencieux comme cette nuit-là pour moi ou est-ce le genre de temps qui fait que les gens se sentent en sécurité? Restez avec moi car un simple geste sur mon téléphone a transformé leur réveillon parfait en début de leur pire cauchemar. Le trajet de retour vers Lyon a semblé plus long que 6 heures. Même si la tempête commençait à se calmer, ma main restait crispée sur le volant, mais mon esprit était toujours sur ce perron, sur cette porte se refermant doucement devant moi et sur le message de mon père qui disait qu'il pensait vraiment que j'étais la bienvenue. Je n'ai pas crié. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas fait demi-tour pour exiger des explications. J'ai juste conduit parce que pour la première fois j'avais compris qu'expliquer sa douleur à des gens qui l'ont causée exprès ne fait que leur donner une autre chance de vous insulter. Quand j'ai atteint mon appartement, le ciel devenait gris. Je me suis assise dans ma voiture, moteur éteint, et j'ai ouvert mon application bancaire. La vérité semblait différente quand elle était écrite en chiffres. 200 € chaque mois pour le compte de gaz de mes parents. 380 € pour le crédit du 4x4 de mon frère parce qu'il disait en avoir besoin pour le travail. Les paiements minimums sur une réserve de crédit que sa femme Sandrine avait promis de rembourser en 6 mois. C'était il y a presque 2 ans. Les paiements d'assurance pour les chalets familiaux, le service de déneigement de la propriété, les restes à charges médicaux, les factures d'électricité en retard, l'argent des anniversaires pour des neveux qui ne se souvenaient de m'appeler Tata Manon que lorsqu'un cadeau arrivait. J'avais passé des années à me dire que j'aidais. Mais les vraies familles ne prennent pas votre argent pour rire ensuite quand vous vous présentez dans le froid. Alors, j'ai tout annulé. J'ai retiré ma carte du compte de gaz. J'ai arrêté le virement pour la réserve de crédit. J'ai suspendu le paiement de l'assurance des chalets et j'ai demandé à la compagnie de contacter directement les propriétaires. J'ai annulé le renouvellement du contrat de déneigement qui m'était facturé depuis 3 hivers. Je me suis même retiré du compte partagé de l'enseigne de gros que la femme de mon frère utilisait comme un budget de course personnelle. Chaque fois que l'application demandait si j'étais sûre, j'appuyais sur oui. J'ai dormi peut-être 2 heures. Quand je me suis réveillée, mon téléphone semblait avoir pris feu. 43 appels manqués. Mon frère a appelé en premier, puis sa femme, puis ma mère Françoise, puis mon père, puis des numéros que je ne reconnaissais pas.
Il y avait aussi des messages demandant où j'étais et me disant d'appeler immédiatement car ce n'était pas drôle et que je ne pouvais pas faire ça. Personne ne s'est excusé de m'avoir laissé dehors. Personne ne s'est excusé pour le message. Ensuite, j'ai écouté le premier message vocal. C'était la femme de mon frère et sa voix tremblait. Elle m'implorait de ne pas faire ça car des paiements devaient passer le lendemain et que je ne comprenais pas ce que j'étais en train de gâcher. J'ai écouté 2 fois parce que ces mots me disaient tout. Elle ne disait pas que je gâchais Noël. Elle ne disait pas que je gâchais la famille. Elle disait les paiements. C'était ce que j'étais pour eux. Pas une fille, pas une sœur, un moyen de paiement. J'ai préparé du café et je me suis assise à la table de ma cuisine pendant que mon téléphone continuait de vibrer. L'ancienne moi aurait rappelé, se serait excusée et aurait tout rétabli avant que quiconque n'ait à faire face aux conséquences. Mais cette femme n'est pas revenue de sa voix avec moi. Elle était toujours debout sur ce perron, tenant une tarte dans la neige, attendant que quelqu'un se souvienne qu'elle était à sa place ici. Vers midi, mon père a laissé un message. Il semblait irrité, pas honteux. Il a dit que c'était puéril et que les familles avaient des malentendus et que je devais les appeler avant que cela ne dégénère. J'ai presque ri. Un malentendu, c'est oublier de mettre une assiette supplémentaire. Dire à sa fille qu'elle n'est pas de la famille, puis admettre que vous saviez tous qu'elle n'était pas la bienvenue n'est pas un malentendu. C'est un aveu. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à télécharger les relevés. Chaque virement, chaque facture, chaque confirmation de compte. Je les ai mis dans un dossier nommé Noël. Au début, je pensais seulement me protéger émotionnellement. Je ne savais pas que j'allais bientôt avoir besoin de ces dossiers pour quelque chose de bien plus important. Plus tard dans l'après-midi, un courriel est arrivé d'une banque à Annecy. C'était une notification de routine concernant une demande de rachat de crédit liée au domaine des sapins et au chalet d'hiver. En bas, dans la section garant financier, se trouvait mon nom légal complet. Il n'avait rien signé. Je n'avais consenti à rien. Et s'ils étaient prêts à me jeter dehors le soir de Noël tout en utilisant encore mon nom pour emprunter de l'argent, alors ce n'était plus un drame familial. C'était une fraude. J'ai passé le jour de Noël seul, mais ce n'était pas la version triste d'un film. Pas de pleurs sur le sol, pas de musique dramatique, pas de bouteille de vin. C'était plus calme que ça. Je me suis préparé des tartines dans ma cuisine et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce que j'aimais faire quand personne n'avait besoin de moi. Cela m'a fait plus peur que le silence. Pendant des années, mon emploi du temps avait été rempli par les urgences des autres. Je travaillais de longues heures dans une banque mutualiste et quand je rentrais chez moi, il y avait toujours quelque chose de ma famille qui m'attendait. Une facture, une plainte, un chantage affectif enrobé de paroles décontractées. Ils disaient que tout allait bien et qu'il ne fallait pas s'inquiéter mais que la société de gaz appelait ou qu'ils allaient bien finir par trouver une solution pour le crédit du 4x4. Ils n'exigeaient jamais rien techniquement parce qu'exiger les aurait fait paraître cupides. Ils plaçaient juste le problème devant moi et attendaient que je le ramasse. Et je le faisais toujours. Ce Noël-là, j'ai fait quelque chose de radical. J'ai laissé le problème par terre. J'ai bloqué les notifications du groupe familial. J'ai préparé mon petit déjeuner. J'ai nettoyé mon appartement. J'ai pris une longue douche puis je me suis assise à mon bureau en regardant la vie que j'avais construite. C'était propre, réussi et vide. Un beau canapé mais pas de souvenirs, une bonne cuisine mais pas de plat préféré, des livres que j'avais l'intention de lire, des chaussures pour des loisirs que je n'avais jamais commencé. J'avais passé tant d'années à être utile que j'avais oublié de devenir heureuse. La première chose que j'ai achetée pour moi-même était un petit plant de romarin de l'épicerie en bas. Cela sentait la vie. Je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et je l'ai nommé June, principalement parce que l'hiver m'avait déjà pris assez. Ensuite, je me suis inscrite à un cours de cuisine. Je suis retournée à la salle de sport. La première séance a été atroce, mais en rentrant chez moi dans le froid après, je me suis sentie à nouveau présente dans mon propre corps au lieu d'être piégée dans les attentes des autres. Le travail a repris après les vacances et je m'y suis plongée d'une manière différente.
J'étais analyste des risques de fraude, ce qui signifiait que mon travail consistait à remarquer des schémas que d'autres ignoraient. Des virements répétés, des signatures suspectes, des changements soudains de comportement financier. Les gens pensent que la fraude est spectaculaire, mais la plupart du temps, elle semble ordinaire. Un nom familier sur un formulaire, une signature précipitée, un parent disant de ne pas s'inquiéter car ils s'en sont déjà occupés. C'est peut-être pour cela que le courriel de la banque d'Annecy m'avait tant perturbé. La demande de rachat de crédit liée au domaine des sapins n'aurait jamais dû inclure mon nom. La propriété appartenait à mes parents. Mon grand-père l'avait commencé il y a des décennies comme une pépinière de sapins de Noël, puis avait ajouté quelques chalets pour les familles qui voulaient des vacances calmes près du lac. Ce n'était pas luxueux, mais c'était important. J'avais aidé à payer l'assurance parce que ma mère avait pleuré un jour, disant qu'elle avait peur qu'il perde tout après une mauvaise saison. Je pensais préserver quelque chose pour nous tous. Maintenant, mon nom était utilisé comme garant pour de l'argent que je n'avais jamais approuvé. J'ai appelé la banque calmement et j'ai demandé tout document portant mon consentement. La conseillère a hésité quand j'ai donné mon nom. Cette hésitation m'en a dit assez. Elle a dit que la demande avait été lancée et que oui, mon nom figurait comme soutien financier. J'ai demandé s'il y avait une autorisation signée. Elle a encore marqué une pause et a dit que c'était en attente de vérification. En attente de vérification est une expression magnifique quand on sait l'écouter. Cela signifie que quelque chose n'est pas encore propre. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur. Celui-ci, je l'ai nommé preuve. Au cours des semaines suivantes, j'ai sauvegardé les messages vocaux, téléchargé les anciens relevés de paiement et retrouvé chaque courriel où mon frère ou sa femme mentionnait le domaine, les chalets, le 4x4. La réserve de crédit ou le besoin d'un petit coup de pouce jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Je ne savais pas exactement ce que j'étais en train de construire, mais je savais que je construisais quelque chose. Puis, vers la fin du mois de janvier, ma mère a appelé. J'ai failli laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Sa voix était basse et nerveuse. Elle a avoué qu'elle ne savait pas que j'étais venue le soir du réveillon. Puis elle a chuchoté qu'il se passait des choses avec le domaine et qu'elle pensait ne pas comprendre ce qu'elle avait signé. Pendant quelques secondes, je n'ai rien dit. J'ai juste écouté ma mère respirer à l'autre bout du fil comme si elle retenait sa peur depuis trop longtemps. Puis je lui ai demandé de commencer par le début. Elle m'a raconté que le soir de Noël, elle était à l'étage pour se préparer quand j'ai frappé. Mon frère lui a dit que c'était quelqu'un qui déposait un colis. Sa femme a dit de ne pas s'en soucier. Mon père savait très bien. Il savait qu'il y avait une chance que ce soit moi, mais il n'est pas venu à la porte. Il n'a pas appelé mon nom. Il a choisi la pièce chaude, l'assiette pleine et le silence facile. Cela a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Je pourrais comprendre d'être détesté par quelqu'un d'égoïste. Je pourrais même comprendre d'être utilisé par quelqu'un de cupide. Mais mon père avait toujours agi comme le juste, le raisonnable, l'homme qui disait que la famille ne devait pas se disputer pendant les fêtes. Maintenant, je comprenais que certaines personnes ne créent pas la paix. Elles protègent simplement le tyran des conséquences de ses actes. Ma mère a pleuré quand je lui ai parlé du message qu'il avait envoyé par erreur. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Je l'ai cru, mais la croire n'a pas guéri la blessure. Puis elle m'a parlé des papiers. Mon frère et sa femme venaient presque chaque week-end. Au début, ils apportaient des courses et parlaient d'aider pour le domaine. Puis ils ont commencé à dire qu'elle et mon père étaient trop vieux pour gérer le domaine des sapins et les chalets d'hiver. Ils disaient que la location des chalets avait besoin de modernisation. Ils disaient que les impôts seraient plus simples si tout était transféré sous une SCI. Ma mère ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait. La femme de mon frère lui a dit que cela protégerait la famille. Protéger la famille. J'admirais presque la netteté du mensonge. Ma mère a admis avoir signé quelques documents parce qu'il n'arrêtait pas de lui dire que tout le monde était déjà d'accord. Tout le monde m'incluait soi-disant. Il disait que j'étais trop occupée pour m'impliquer, mais que je soutenais le plan financièrement. C'est là que j'ai compris pourquoi mon nom était apparu dans la demande de rachat de crédit. Publiquement,
je n'étais pas assez de la famille pour entrer dans la maison le soir du réveillon. Financièrement, j'étais assez de la famille pour consolider un prêt. J'ai demandé à ma mère si elle voulait transférer le domaine. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit que non, pas comme ça, car mon grand-père avait planté les premiers arbres de ses propres mains et qu'elle ne voulait pas le perdre. J'ai demandé quelle était la position de mon père. Elle a soupiré et a dit qu'il pensait que mon frère comprenait mieux les affaires. Cela m'a presque fait rire. Mon frère comprenait comment emprunter de l'argent et appeler cela de l'ambition. Il comprenait comment faire payer ses risques par les autres, mais les affaires exigent de la responsabilité. J'ai demandé à ma mère de m'envoyer des photos de chaque papier qu'elle avait. Les images sont arrivées floues au début, puis plus nettes. Un contrat de gestion, un projet de procuration, une autorisation de rachat de crédit, un document faisant référence à une société dont je n'avais jamais entendu parler, la SCI Lanterne Bleue. J'ai cherché le nom pendant qu'elle était encore au téléphone. La SCI avait été créée 6 semaines plus tôt. Gérante associée, la femme de mon frère, adresse de correspondance, leur maison. Ils ne transféraient pas le domaine dans une entreprise familiale. Ils le plaçaient sous leur contrôle. J'ai continué à creuser. Les registres publics ne montraient pas encore de transfert, mais il y avait une demande d'inscription d'hypothèque en cours. Une évaluation par un courtier avait été demandée. Dans un vieux courriel transféré, la femme de mon frère avait écrit qu'une fois le rachat de crédit du domaine réglé, il pourrait aller vite. C'était là. Ils n'essayaient pas de sauver le domaine des sapins. Ils essayaient de s'en servir comme d'un levier. Emprunter sur son dos, acheter leur maison de rêve au bord du lac, peut-être louer les chalets sous leur propre société, et laisser mes parents avec les risques. J'ai dit à ma mère de ne plus rien signer. Je lui ai dit de ne pas les prévenir. D'attendre simplement. Quand j'ai raccroché, je suis restée assise en silence pendant un long moment. Puis j'ai ouvert le dossier de preuve et j'ai ajouté un nouveau sous-dossier appelé domaine. La douleur était toujours là, mais quelque chose de plus tranchant l'avait rejointe. Un but. J'en avais fini de mendier une place à leur table. La prochaine fois que je conduirais vers la Savoie, ce ne serait pas pour le dîner de Noël. Ce serait pour l'épreuve. 2 semaines plus tard, je suis retournée à Annecy sous un ciel bleu clair. Pas de tempête de neige, pas de cadeaux, pas de tarte, pas de petit espoir dans mon cœur suppliant d'être nourri. Juste moi, mon téléphone, un dossier de documents imprimés et un calme qui semblait presque dangereux. Je me suis garée au bout de l'allée. Le domaine semblait identique de l'extérieur. Des rangées de sapins de Noël se dressaient sous des plaques de vieille neige. Les chalets étaient situés plus loin, calmes et rustiques, avec de la fumée s'élevant d'une cheminée, là où des locataires profitaient probablement du week-end d'hiver paisible que ma famille essayait de brader dans le dos de ma mère. J'ai frappé une fois. Mon frère a ouvert la porte. Pendant 1 seconde, son visage a fait le calcul. Pas de tempête, pas de présence attendue, pas d'excuses. Il a forcé un sourire et a dit que voilà celle qui avait enfin décidé de passer. Je n'ai pas souri en retour. J'ai dit que je devais parler à maman. Sa femme est apparue derrière lui presque instantanément, comme si elle était restée assez près pour écouter. Elle a dit que ma mère se reposait. J'ai répondu qu'elle pourrait me le dire elle-même. Ils ont échangé un regard rapide. Ce petit éclair de panique que les gens ont quand la personne qu'ils avaient l'habitude de contrôler cesse de suivre le scénario. Mon frère s'est écarté. Mon père était dans le salon, assis dans son fauteuil avec la télé en sourdine. Il m'a regardé, puis a détourné les yeux. Cela m'en a dit plus que n'importe quelle excuse. Ma mère était sur le canapé avec une couverture sur les jambes. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont remplis de soulagement et de honte. Je me suis assise en face d'elle et j'ai posé les papiers sur la table basse. J'ai gardé une voix douce parce que cette partie était pour elle. J'ai demandé si elle comprenait que ces documents pouvaient transférer le contrôle du domaine à la SCI Lanterne Bleue. Elle a regardé les papiers, puis moi. Elle a dit que non et qu'il lui avait dit que c'était pour les réparations et les impôts. J'ai demandé si elle savait que la SCI Lanterne Bleue était enregistrée au nom de Sandrine.
Le visage de ma mère a changé alors que la vérité éclatait. Mon frère a fait un pas en avant en disant que c'était ridicule et que je déformais les choses. Sa femme a ajouté qu'ils aidaient et que quelqu'un devait être responsable puisque j'étais partie à Lyon et que je ne me montrais que quand je voulais de l'attention. Je l'ai regardée attentivement. Elle avait toujours été soignée de cette façon tranchante. Le genre de personne qui faisait passer la cruauté pour de l'organisation. J'ai rappelé que je m'étais présentée le soir du réveillon et qu'il m'avait laissé dehors. Elle a levé les yeux au ciel en disant que je n'étais pas invitée et que ce n'était pas la même chose. Mon père a fini par parler pour dire que ce n'était peut-être pas le moment. Je me suis tournée vers lui. J'ai demandé quand serait le moment papa, avant ou après que mon nom soit utilisé sur une demande de prêt que je n'ai jamais signée. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. La femme de mon frère a dit que mon nom n'était listé que parce que j'avais toujours aidé pour le domaine et que cela ne signifiait rien. J'ai posé le courriel de la banque à plat sur la table. J'ai expliqué que cela signifiait quelque chose quand un prêteur pensait que je me portais garante d'une dette. Cela signifiait quelque chose quand maman signait des papiers qu'elle ne comprenait pas. Cela signifiait quelque chose quand une SCI enregistrée à son nom commençait à apparaître autour d'une propriété qui ne lui appartenait pas. Mon frère a craqué en disant que je me croyais trop maligne parce que je travaillais dans une banque. J'ai répondu que non, j'étais maligne parce que j'avais enfin arrêté de faire confiance à des gens qui ne m'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin d'argent. Sa femme s'est interposée. Elle a dit que je voulais être indispensable et que j'aimais jouer les héroïnes et que maintenant j'étais en colère parce qu'ils avaient passé un Noël sans moi. J'ai ri une fois. J'ai dit qu'ils n'avaient pas passé Noël sans moi mais qu'ils avaient passé un Noël payé par moi. Les courses étaient sur ma carte. Le gaz était à moi. L'assurance protégeant ces chalets était la mienne. Le 4x4 dans l'allée est en retard parce que j'ai arrêté de couvrir la différence. Alors il ne fallait pas prétendre qu'il m'avait exclu parce que j'étais dramatique. Il m'avait exclu parce qu'il pensait que je continuerais à payer après qu'ils aient clairement fait comprendre que je n'étais pas de la famille. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père fixait le tapis. Mon frère semblait embarrassé mais pas désolé. Sa femme est celle qui a finalement perdu le contrôle. Son visage est devenu rouge et elle a lâché que si je voulais la vérité, je n'avais jamais été la fille que tout le monde aimait mais le conte qu'on appelait quand les choses devenaient chères. La pièce est devenue silencieuse. Même mon frère l'a regardée comme si elle était allée trop loin, mais il n'a pas nié. C'était la partie qui comptait. J'ai regardé mon téléphone posé face vers le haut sur la table basse, enregistrant avec le minuteur rouge qui tournait. Avant d'entrer, j'avais clairement dit que j'enregistrerais la conversation pour ma propre protection. Ils avaient été trop arrogants pour s'en soucier. J'ai arrêté l'enregistrement et je me suis levée. Ma voix était ferme. J'ai dit que c'était parfait et qu'à partir de maintenant ce compte était définitivement clôturé. Mon frère a demandé ce que cela était censé vouloir dire. J'ai ramassé mes papiers et je les ai regardés chacun leur tour. J'ai dit que cela signifiait que lundi matin allait être très chargé. Puis je suis sortie par la même porte d'entrée qui m'avait été fermée le soir du réveillon. Cette fois, je ne partais pas les mains vides. Lundi matin, je n'ai rien posté en ligne. Je n'ai pas envoyé de messages colériques ni appelé de parents pour raconter ma version. Les gens comme mon frère et sa femme attendent des réactions émotionnelles parce que les réactions émotionnelles sont faciles à écarter. Folle, amère, jalouse, dramatique. À la place, je leur ai donné de la paperasse. À 8h15, j'ai envoyé une lettre de contestation formelle à la banque d'Annecy gérant le rachat de crédit. J'ai expliqué que mon nom avait été utilisé comme garant financier sans autorisation. J'ai joint ma pièce d'identité, d'anciens relevés de paiement et une déclaration claire stipulant que le soutien volontaire n'équivalait pas à un consentement à l'endettement. J'ai demandé un examen interne pour fraude et exigé qu'aucun prêt lié au domaine des sapins et au chalet d'hiver ne progresse avant que toutes les signatures ne soient vérifiées. À 9h30, j'ai appelé une avocate savoyarde spécialisée dans l'abus de faiblesse et les litiges immobiliers. Son nom était Maître Marlène Price et sa voix rendait la panique inutile. Je lui ai tout envoyé, le dossier de la SCI, les photos de ma mère, l'avis de rachat de crédit, l'enregistrement du salon,
le message de mon père, les relevés de paiement, le message vocal où la femme de mon frère me suppliait de ne pas arrêter les paiements. Marlène a écouté, a posé 3 questions précises et a dit que ce n'était pas seulement un conflit familial mais un schéma. À midi, elle avait un plan. Gelé toute transaction impliquant le domaine jusqu'à ce que le tribunal puisse vérifier si ma mère avait subi des pressions ou avait été induite en erreur. Révoquer toute autorité en attente que mon frère ou sa femme prétendait avoir. Informer la compagnie d'assurance et les prêteurs que la propriété et l'autorisation étaient contestées. Séparer complètement mes finances des leurs. Cette dernière partie a semblé être comme couper une corde que j'avais portée pendant des années. J'ai contacté la société liée auprès du 4x4 de mon frère et j'ai confirmé que je n'étais pas co-emprunteuse mais seulement la personne effectuant des paiements complémentaires. Ceux-ci se sont arrêtés définitivement. J'ai contacté le prêteur de la réserve de crédit et j'ai soumis des preuves que l'accord original m'avait été présenté de manière erronée. On m'avait dit que c'était un fonds de réparation à court terme. Au lieu de cela, ils avaient maintenu un solde pendant presque 2 ans en utilisant mes paiements pour maintenir le compte en vie. Le prêteur ne pouvait pas tout effacer du jour au lendemain, mais il a retiré mon moyen de paiement et a marqué le compte pour révision. J'ai aussi appelé l'entreprise de déneigement et l'assurance des chalets. J'ai été poli. J'ai dit que les propriétaires devaient mettre à jour les informations de facturation directement. En 48 heures, le petit monde que mon frère et sa femme avaient construit sur mes paiements silencieux a commencé à trembler. La banque a gelé la demande de rachat de crédit. La compagnie d'assurance a exigé une vérification de la propriété et du paiement. La réserve de crédit est passée en impayé parce qu'ils pensaient que je céderais. Le paiement du prêt du 4x4 a été rejeté. La maison du lac qu'ils essayaient d'acheter a soudainement nécessité une preuve de fonds qu'ils n'avaient pas. Mon frère m'a appelé 13 fois en une journée. Sa femme a appelé depuis des numéros masqués. Mon père a laissé un message vocal disant que j'humiliais la famille. Cela m'a presque rendue assez folle pour rappeler. Ils m'avaient humiliée dans la neige. Ils avaient utilisé mon nom sans permission. Ils avaient poussé ma mère à signer pour abandonner le contrôle d'une propriété qu'elle ne comprenait pas. Ce qu'ils appelaient humiliation était simplement la mise en lumière de la vérité. Une semaine plus tard, Marlène a déposé une demande d'audience d'urgence. Ma mère a accepté de témoigner. Cela m'a surprise. Je pensais que la peur la ferait reculer comme toujours. Mais la nuit avant de signer l'affidavit, elle m'a dit qu'elle avait laissé trop de choses se produire parce qu'elle voulait que tout le monde s'entende et qu'elle ne pouvait plus appeler cela la paix. Mon père ne l'a pas bien pris. Il a appelé pour dire que je montais ma mère contre lui. Je lui ai dit que la vérité s'en chargeait très bien sans mon aide. Il a dit que mon frère avait fait des erreurs mais ne méritait pas de tout perdre. J'ai répondu que j'avais conduit 6 heures dans une tempête et qu'il m'avait laissé dehors comme si je n'étais rien, puis qu'il en avait plaisanté, et qu'il n'avait pas à me faire de leçons sur ce que les gens méritaient. Pour une fois, il n'avait aucune phrase mielleuse derrière laquelle se cacher. Avant l'audience, la femme de mon frère a tenté une dernière manœuvre. Elle a envoyé un long message sur le groupe familial disant que j'étais instable et aigrie, essayant de punir tout le monde parce que je m'étais sentie exclue à Noël. Elle a oublié que plusieurs cousins étaient encore dans cette discussion. L'un d'eux a demandé s'il s'agissait des papiers du domaine que ma mère n'avait pas compris. Un autre a demandé s'ils avaient vraiment utilisé mon nom pour un prêt. Puis quelqu'un d'autre a demandé pourquoi la SCI Lanterne Bleue était enregistrée à son nom et pas à celui de mes parents. Le groupe est devenu silencieux. Pour la première fois, elle ne pouvait plus contrôler la situation. Puis est venu son message vocal. Pas de ton tranchant cette fois, juste de la peur. Elle m'implorait car il pourrait perdre le dépôt pour la maison du lac, que Julien ne dormait plus et que mon père était furieux, que cela allait trop loin et que je devais l'appeler. J'ai sauvegardé le message dans le dossier de preuve et je n'ai pas rappelé. À ce moment-là, j'avais compris quelque chose d'important. Les gens qui comptent sur votre silence vous traiteront toujours de cruels quand vous finirez par parler à travers les conséquences. L'audience a duré moins d'1 heure, mais elle a changé la structure de ma famille de façon permanente. Mon frère est arrivé avec une chemise froissée, ayant l'air de ne pas avoir dormi.
Sa femme est venue habillée comme pour une réunion d'affaires, tenant un dossier et affichant cette expression contrôlée qu'elle utilisait dès qu'elle s'attendait à ce que le monde se plie à sa version des faits. Mon père était assis derrière eux. Ma mère était assise à côté de moi. Elle semblait nerveuse mais pas faible. Marlène a présenté l'affaire calmement. Pas d'insultes, pas de discours dramatiques, juste des faits. Ma mère avait signé des documents qu'elle ne comprenait pas totalement. Une SCI liée à la femme de mon frère était apparue autour des papiers du domaine. Mon nom avait été listé dans un processus de rachat de crédit sans mon approbation. Des paiements que j'avais effectués volontairement avaient été utilisés pour créer l'impression que je soutenais un plan financier que je n'avais jamais vu. Puis Marlène a diffusé l'enregistrement du salon. La voix de la femme de mon frère a rempli la salle d'audience disant que je n'avais jamais été la fille aimée mais seulement le comte qu'on appelait quand les choses devenaient chères. L'entendre là-bas était différent dans cette salle silencieuse avec un juge qui écoutait. La cruauté semblait plus petite que ce à quoi je m'attendais. Pas puissante. Pas maligne, juste laide. Mon frère fixait la table. Mon père a fermé les yeux. Sa femme a pâli. Le juge a temporairement gelé tout mouvement concernant le domaine des sapins et les chalets d'hiver. Il a ordonné une révision de la demande de rachat de crédit et de tout document que ma mère avait signé. Il a reconnu le droit de ma mère de révoquer toute autorité qu'elle avait donnée sous la pression ou par malentendu. La banque a plus tard retiré mon nom de la demande et a ouvert sa propre enquête sur la façon dont il s'était retrouvé là. Le transfert à la SCI est mort avant d'être officiel. L'affaire de la maison du lac s'est effondrée en premier. Mon frère et sa femme ont perdu leur dépôt parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de financement. Ensuite, la réserve de crédit est arrivée à échéance avec des conditions qu'ils ne pouvaient plus cacher. Sans moi pour boucher les trous, leur paiement de 4x4 a pris du retard. Ils l'ont vendu 3 mois plus tard. L'assurance des chalets a dû être réécrite sous le contrôle direct de mes parents. Et quand l'assureur a examiné le gâchis de la tentative de rachat de crédit, la prime a augmenté. Mon frère m'en a aussi tenu pour responsable. Mais le blâme ne paie pas les factures. Sa femme a perdu plus que de l'argent. Elle a perdu l'image qu'elle avait polie pendant des années. Dans une ville comme Annecy, les gens n'ont pas besoin de toute l'histoire. Ils ont seulement besoin d'entendre que quelqu'un a essayé de transférer une propriété familiale dans sa propre société pendant qu'une femme âgée disait ne pas comprendre la paperasse. Elle a arrêté de poster des photos de vacances parfaites. Elle a arrêté d'organiser les événements familiaux. Elle a arrêté d'utiliser le mot responsable comme s'il lui appartenait. Mon frère a dû prendre un vrai travail au domaine, pas le genre factice où il tenait un presse-papier en parlant de projets futurs. Il a nettoyé les chalets, géré les réservations, déneigé, réparé les clôtures et appris à quel point une entreprise familiale est lourde quand personne d'autre ne paie secrètement pour la maintenir debout. Mon père a fait face à une conséquence différente. Il n'a pas perdu de maison ou de voiture. Il a perdu son autorité. Ma mère a ouvert des comptes séparés, a engagé un comptable indépendant et lui a dit qu'aucune décision majeure concernant le domaine ne serait prise sans qu'elle ne lise chaque page elle-même. La première fois qu'elle a dit cela devant moi, il a eu l'air blessé. Je ne l'ai pas réconforté. Certaines blessures ne sont que le sentiment de vos propres choix qui reviennent vous hanter. Quant à ma mère, notre relation n'est pas devenue magiquement parfaite. La vraie guérison n'est pas une excuse réparant 10 ans, mais elle a essayé. Elle a appelé sans demander d'argent. Elle a posé des questions sur mon cours de cuisine. Elle s'est souvenue du plant de romarin sur le rebord de ma fenêtre et a demandé si je n'étais toujours en vie. Je l'ai aidée aussi, mais différemment. Je n'envoyais plus d'argent au hasard dans un trou noir. Je l'ai aidée à embaucher un comptable. J'ai aidé à mettre en place des comptes séparés pour le domaine. J'ai payé directement un entrepreneur agréé pour réparer le système de chauffage dans 2 chalets avec une facture, un contrat et l'approbation écrite de ma mère. Les limites ne m'ont pas rendue moins aimante. Elles ont rendu mon amour plus sûr. Au Noël suivant, le domaine des sapins était toujours debout. Les chalets étaient réservés. Le terrain de sapin a ouvert à temps.
Ma mère et moi nous tenions près de la porte d'entrée un soir pendant que des familles marchaient entre les rangées, choisissant des arbres et portant des tasses de cidre chaud. La neige tombait légèrement, la sorte de neige douce cette fois. Elle m'a regardée et a dit qu'elle pensait autrefois que la paix signifiait rendre tout le monde heureux mais qu'elle pensait maintenant que la paix signifiait ne pas se trahir soi-même pour éviter la colère de quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête parce que j'avais appris la même leçon à la dure. Je n'ai jamais reçu de réelles excuses de mon frère ou de sa femme. Mon père a fini par dire qu'il regrettait le message, mais le regret n'est pas la même chose que la réparation. Étrangement, je n'en avais plus besoin. La victoire n'était pas qu'il souffre. La victoire était que j'avais arrêté de me porter volontaire pour souffrir avec eux. La famille peut être belle, mais la famille sans respect devient une dette que vous ne finirez jamais de payer. Aider les gens que vous aimez n'est pas mal. Être généreuse n'est pas mal. Mais quand votre gentillesse devient une attente, quand votre argent devient votre seule valeur et quand votre silence est requis pour que tout le monde reste à l'aise, ce n'est plus de l'amour. C'est du contrôle. L'éducation n'est pas seulement ce que nous apprenons à l'école. Parfois, la connaissance la plus précieuse vient du moment où la vie nous force à nous demander pourquoi nous continuons à donner à des gens qui ne nous ouvriraient pas la porte pendant une tempête. Les limites ne sont pas de la cruauté. Ce sont des instructions sur la façon dont votre cœur, votre temps et votre avenir doivent être traités. J'ai conduit 6 heures à travers une tempête de neige, espérant être accueilli par ma famille. À la place, j'ai découvert exactement où je me situais, et en m'éloignant de cette porte, je suis enfin revenu dans ma propre vie. Cette histoire est un rappel puissant de l'importance de l'indépendance financière et émotionnelle au sein des dynamiques familiales. Trop souvent, le rôle de l'enfant sauveur devient une prison dorée où la générosité est exploitée jusqu'à l'épuisement. La transition de Manon, passant de la victime silencieuse à une femme qui fixe des limites juridiques et financières, montre que le respect de soi est le premier pas vers une véritable guérison. Dans le contexte français, où les valeurs familiales et les SCI sont courantes, il est crucial de comprendre que la confiance ne remplace pas la vigilance contractuelle. La trahison de Julien et Sandrine n'est pas seulement une affaire de sentiments, c'est une manipulation calculée qui aurait pu mener à la ruine de Françoise. Ce récit nous pousse à réfléchir sur ce que nous acceptons au nom du lien du sang. La véritable paix ne vient pas de l'absence de conflit, mais de l'exigence d'un respect mutuel. En coupant les vivres, Manon n'a pas seulement protégé son argent, elle a forcé chacun à assumer ses propres responsabilités. C'est une leçon de courage qui prouve que fermer une porte peut parfois être l'acte le plus libérateur de notre existence. Et vous, avez-vous déjà dû fixer des limites strictes avec vos proches pour protéger votre propre santé mentale ou vos finances? Comment avez-vous géré la culpabilité qui accompagne souvent ce genre de décision? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela pourrait aider quelqu'un qui traverse une situation similaire en ce moment.